Puisque ce film était destiné à être tourné dans la neige, ce qu'il est, mais pour des raisons d'intendance et de financement, on avait dépassé l'époque où il y avait de la neige. Et là, il y a eu comme une sorte de petit miracle avant même de commencer le tournage, parce qu'on était dans le lieu du décor du film, dont il avait transformé le scénario pour jouer la sortie des... Il n'y avait plus de neige. Et je crois que c'était un mois d'avril, fin avril, 15 avril, quelque chose comme ça, en plein Jura, à 1200 mètres. Et à minuit, je me souviendrai toujours, l'horloge du village a sonné, et il s'est mis à tomber des flocons gros comme ça. Et le lendemain, il y avait 1 mètre de neige. Ce qui fait que le premier jour de tournage, on s'est retrouvé dans les conditions du scénario, et on a tout joué la neige, puisque ça a duré ce qu'il fallait à Stevenard. C'est un film qui est en dehors, pour moi, de tout ce que j'ai fait sur les 65 ou 6 films que j'ai dû faire. Quant au tournage, rien de particulier, sinon la présence d'un créateur un peu hors norme, quoi, hors circuit, quoi, hein, Steve Knapp. Ses obsessions du son, un travail qui est tout à fait de recherche perpétuelle, très sensible aux choses de la musique, du son, il est très dur à définir. Ça doit être pour ça qu'il a fait que 3 films, ce que je lui reproche souvent violemment. Là, 2 personnes ont poussé là. Thierry Frémaux, très fort, que j'avais rencontré avec Agnès Varda il y a quelques années, et qui m'avait dit, moi je connais, mais c'est pas un copain. Et il arrive à table, un soir on était pour la rétrospective demi à la Cinémathèque, on va partir, Thierry arrive, et il me dit, toi je suis sûr que tu sais pas où sont tes films. Ce qui était vrai, je savais pas du tout. Agnès dit, ah ben oui, mais s'il n'y avait pas Rosalie, ben c'est pareil, bon on s'installe un peu. Alors là je lui dis, mais attendez, là, du tac au tac, mais sympa. Je lui dis, comment vous vous souvenez un petit film d'auteur, moi, que j'ai fait il y a 45 ans. L'autre il prend la table à tes mains, j'étais un beau, il dit, ça c'est Stevenard. Et il part des autres films, sans note, sans rien. Il dit, c'est pas que celui qui est en dehors, Passe-Montagne, on sait. Bon, Double Messieurs, Mishka, il sait pas que c'est lui, il sait même pas où sont les films. Et là, il m'a dit, bon, tu vas te bouger. Donc, on a fait un dossier. Labadie, pareil, qui avait sorti Double Messieurs. J'ai fait un dossier pour le CNC, qui a jugé que il devait faire partie du patrimoine, etc. Ils ont balancé 150 000 euros. Notre histoire d'amour avec Yann, avec le cinéma, et avec Stéphane Granel, voilà, une histoire de vie quand même qui vous relie, est complètement née sur l'argent de poche, puisqu'on est parti directement de Thiers, directement au Jura. Et là, il a fait un truc qu'il n'avait jamais fait autrement, alors qu'on sollicitait beaucoup pour monter. Il est resté 2 ans dans le Jura, tout seul. Et on disait aux gars, si, on va y arriver. Moi, le scénario n'était pas écrit encore. 75, 76, écrit avant sur recette. 77, tournage. Il est resté 2 ans. Les gars ne croyaient pas qu'on allait tourner, ils ne comprenaient même pas. Enfin, on disait, si, on va tourner. C'est la méthode comme ça. Nous, ça nous aidait. On se fixait ce but sans... On se dit, on va peut-être pas y arriver, mais on essaye. Si on se dit, on va pas y arriver, c'est pas la peine. Mais là, voilà, on trace. Et c'est Yann qui était le pilier à ce moment-là. Tout s'écroulait de partout. Hein. Il y a un chef opérateur que j'avais choisi qui s'est barré, qui ne croyait plus au film. Enfin, il y a tout. C'est-à-dire que le film ne demande qu'à ne pas se faire. Pourquoi faire un film de plus? Surtout ce qui avait formidable, d'abord je sentais bien que ça allait changer de cinéma avec Jean-François, parce que c'est un gars qui, voilà, il pulse tout de suite, il raconte son film, il raconte à chaque fois de façon différente, on sent tout de suite qu'il a une vision, le film n'est pas encore tout à fait, si il est déjà écrit, mais comme à chaque fois qu'il raconte, s'il raconte différemment, il n'est pas vraiment écrit pour toujours, donc ça n'arrête pas de se bonifier d'une certaine façon, ça c'est quand même assez formidable, et puis surtout, il nous raconte avec Stéphanie Granel, qui était mon assistante et avec qui il écrivait et continue à écrire les scénarios toutes les nuits avant de tourner, il nous raconte surtout les gens qu'il y a là-bas. Et comme c'est un imitateur par adoration des gens qui l'écoutent, sa voix change, donc il y a le gars qui fait chanter son chien, il y a les paysans de là-bas, tout ça fait un espèce de décor sonore totalement incroyable. C'est-à-dire, avant d'avoir vu ces gens-là, déjà, on devine un peu, enfin on devine des choses qui vont d'ailleurs s'avérer être autre chose, parce qu'un jour, ils nous emmènent donc tous les deux, on frappe à une porte et on entend derrière cette porte
exactement les voix qui nous radotent depuis 6 mois sur le tournage de trucs, avec une grosse voix du mec qui fait chanter son chien, la voix de l'autre qui dit enfin que des choses comme ça, de musicalité extraordinaire, et il y a tout ça derrière la porte. Nous on croyait que c'était lui qui avait inventé que ça n'existait pas. On entend le machin et on voit des corps vachement variés de paysans, de gros bonshommes formidables, hyper énergiques, et toutes ces voix sont là, une par une, les 12 qui nous avaient imités avant sont là. Donc tout d'un coup le film devient complètement réel, puisque c'est de ces gens-là que ça va parler, c'est ces gens-là qu'on va filmer. Donc c'est ça, c'est vraiment la première qualité du cinéaste, c'est cette vision comme ça. En plus doublé, et c'est pour ça que c'est un grand metteur en scène sonore, d'une sensibilité sur le son extraordinaire, qui est vraiment rare, parce qu'en général le son c'est souvent un peu de peinture fraîche, on met des jolies mouettes, on met des jolis machins, des jolis oiseaux, des trucs qui servent à rien du tout, et alors que là tout le son est narratif et musical. Là, tu me montres Passe-Montagne, je peux te dire n'importe quel plan, où était le gars du son, où était le machin, pas ce qu'on a mangé, mais presque. Là, physiquement, je vois tous les off. Alors, quand on montait avec Yann, et ben, je passais mon temps à dire regarde ce gros con, il n'avait pas dormi de la nuit, regarde la tronche qu'il fait. Je ne vois pas le film. Tandis qu'un grand monteur, comme Yann, ou comme Emmanuel Castro, avec lequel j'ai monté Mishka, peut travailler comme un fou pendant 3 jours sur une séquence un peu rebelle. Il va au café, il se boit un petit café, il revient, il regarde en montant 3 minutes avant, en remontant le film 3 minutes avant, il regarde la séquence sur laquelle il vient travailler comme s'il la voyait pour la première fois. Jean-François, il adore toute la machinerie du cinéma. Moi, j'adore ça, mais surtout pas sur les films que je monte. Hein, ça me va très bien. Sur Barocco, j'étais allé le voir parce qu'on fignolait un plan justement pour avoir du pognon là, pour FR3 de Passe-Montagne. Et moi, j'ai appris à ranger les câbles avec Francky Coquet qui était électro et tout ça, avec qui je suis devenu pote comme cochon parce que par hasard on était nés le même jour, ou je sais pas quel truc qui sert à rien mais qui sert à tout. Des petites connexions comme ça dans la vie qu'il faut. Et voilà, j'adorais ça parce que c'était mais un film que je monte. Si je vois les rushs sur la table, c'est-à-dire ça, le film, avec les sons qu'il y a dans cet espace-là, je sais tout ce qu'il y a autour, je ne peux pas monter. C'est que je suis complètement, ça devient schizophrénique complètement. Parce que l'ambiance du tournage, les mecs qui rigolaient, ça c'est une scène qui a fait marrer les gens, au contraire, il y avait une tension en fer, ça ne correspond pas du tout forcément à ce qu'il doit raconter le film. Et les premières choses que j'avais fait, 1 ou 2 ans après Cannes, là, après que le film soit fait, je me suis dit, je sais ce que je vais faire un film sur Passe-Montagne, mais pas un roman, mais un film sur le film, le contraire de La Nuit américaine, un truc qui se passe tout autour, avec tous ces gens qui gigotent, c'est pour ça que j'appelle ça le point de vue du lapin, tous ces gens, finalement, puisque c'est devenu un roman, tous ces gens qui gigotent autour d'un type qui est au centre de tout ça et qui est complètement allumé par un rêve et qui essaye de le représenter. Voilà. Ça m'amusait beaucoup, voir tous ces gens qui cherchent des bagnoles, qui cherchent du blé, qui préparent les déjeuners pour une espèce d'endroit qu'on ne verra jamais, qui est un plateau de tournage où il se passe les choses vraiment, l'alchimie véritable, le miracle absolu. Voilà. Ça me plaisait. Et donc j'ai jamais réussi à écrire un scénario de ça, mais enfin je rêvais quand même de temps en temps de scènes justement autour du tournage. C'est un truc assez comique, comme La Nuit américaine, mais jamais sur le tournage. Voilà, et puis, j'y pensais tous les ans. J'ai jamais pu passer une seule année de ces 40 ans sans voir Passe-Montagne. Je tombais malade si je le voyais pas au moins une fois par an. Mais sans déconner, il fallait que je le voie. Et à chaque fois qu'on me demandait de parler d'un film, je disais Passe-Montagne en premier, que ce soit dans un lycée, une université, un machin, un truc, voilà. Et puis ça mûrissait, et puis ça a mûri jusque ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire faire un scénario qui soit sur le territoire de Passe-Montagne, une espèce de forme d'image de Passe-Montagne. Et puis ça a continué à me chatouiller après, parce que ça suffisait pas, quelque chose ne suffisait pas. Et puis il y a 2 ans, je suis allé chez Jean-François qui était en train d'écrire Une fée dans le rétro. La neige s'est mise à tomber et tous les souvenirs sont remontés avec. Comme ce film, j'y pensais tous les ans, je le revoyais tous les ans, et tout ce qui s'était passé autour me restait en mémoire, mais comme du présent, mais touchable, hein, vraiment incroyablement fort. Et ben un jour, le papier c'est venu, je dirais pas tout seul, mais c'est venu presque facilement. Je me rappelle, je tapais à 6h du matin, je lui faisais lire à midi, et voilà. Il a un style, en dehors de ce qu'il raconte. Moi, j'ai lu un tas de bouquins sur le cinéma, très souvent, ça me tombe des mains. C'est écrit juste, bon, si je vais faire un complément, il n'y a pas de rythme. Mais là, c'est un plaisir à lire.
Mais d'habitude, c'est le contraire. C'est les films qui sont, moi, je voulais pas un truc raisonnable, je voulais que ça raconte vraiment ce qu'il y avait d'absolument jouissif dans cette expérience. C'est pour ça que je me marrais en tapant à la machine, parce que c'est vrai que tout ce qui me remontait d'abord, c'était justement ce décalage dérisoire entre faire une chose capitale qui est un film, qui est vraiment le bout de la vie, le fin fond, le but ultime, et puis tout ce qui se passe autour qui est toujours un peu ridicule, c'est toujours des ratés, c'est toujours des machins qui ne fonctionnent pas, des gens qui ne viennent pas, des gens qui abandonnent, de l'argent qui n'arrive pas, de la pellicule qui n'est pas la bonne, celle qu'on avait prévue. Rien ne va comme il faut sur un film, tout est problème. Ouais. Et donc ça crée un cirque vraiment très très drôle, parce que bien que tout soit un problème, il y a quand même un gars au centre de ça qui arrive à continuer à monter sa cheminée en or massif, et ça c'est voilà, c'était ça le truc. Mais autour, ça rigole, c'est drôle parce que c'est compliqué parce que c'est drôle. Ça se fait par deux choses, un mot, et puis je dirais un espèce de forcing. Le mot, c'est que c'est japonais, tout simplement. C'est très bizarre que, comme si l'amour du Japon pouvait naître de l'adjectif japonais. C'est vrai que je disais tout le temps. Ouais, c'est ça, voilà, c'est pour ça. Je pensais que c'était à cause du karaté, non? Dès qu'on ne trouvait pas l'adjectif, pour qualifier un truc, une brume, un lac, enfin un bout de forêt qui était formidable, une falaise. Et ça cristallise quelque chose d'extraordinaire, qui est déjà existant en nous, puisqu'on adore les films japonais. On a vu l'intendant Sancho et des machins comme ça, où la fille se jette dans un lac, d'ailleurs un truc que j'ai un peu essayé de refaire dans mon film, parce qu'on fait malheureusement toujours un peu des citations quand on aime trop le cinéma, et je crois qu'il faut un peu essayer d'éviter, parce que les citations c'est vachement dangereux. Et donc avec ce mot-là se met en route, parallèlement avec l'amour du Jura que je découvre et dans lequel je reste non pas 2 ans mais 6-8 mois avant le tournage, etc., un amour conjoint. Et à la sortie du film, je me rappelle, enfin après que le film ait été fait, je me suis mis, impressionné par l'adjectif japonais, à lire des romans japonais, puis 1, puis 2, puis 3, puis je n'ai lu que du japonais pendant 20 ans. Et puis un jour, me vient l'idée évidente de mélanger les deux, c'est-à-dire mon amour du Jura physique et mon amour totalement fantasmagorique, fantasmatique du Japon. Donc j'invente 2 personnages à couple de japonais qui viennent dans le Jura. Et ça fabrique ce truc qui s'appelle Le Pays du Chien qui chante, qui est tourné à peu près sur le territoire de tout à fait sur le territoire de Passe-Montagne. On peut dire qu'à peu près mes plans commencent là où finissent ceux de Jean-François ou vice-versa. Moi je l'ai vu à Cannes, le film, quand il était à la quinzaine, il y avait 400 personnes, et ben tout le monde était comme ça. Là, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est pas vaguement, il a fait un film de... Ah non, non. Non, ça c'est... Non, mais ce qu'il y a de particulier, vraiment, c'est qu'autant le film que le livre sont... C'est-à-dire que si Passe-Montagne n'avait pas existé, pas de chien qui chante, pas de point de vue du lapin. C'est-à-dire c'est quand même comme on dit très joliment sur France Culture, des exercices d'admiration. Donc il y a une base réelle, artistique, un film ou un bonhomme, ce qui est la même chose, et qui donne l'envie de raconter la cuisine, parce que c'est vrai que ce qu'il y a de formidable, et aussi d'un peu lassant d'ailleurs dans les DVD avec les bonus permanents, c'est quand même, on se demande quand même quand on voit les films toujours, comment ça a été fait. Et donc touiller un peu la cuisine, essayer d'expliquer, sans trop d'ailleurs expliquer, mais enfin de faire supposer un peu comment ça a pu se fabriquer. Voilà, c'est complètement passionnant. Et autant mon film, qui est un espèce de négatif de Passe-Montagne, que le livre, qui est une espèce de recette de cuisine voilà, de Passe-Montagne, ça vient d'un objet existant, artistique. C'est vrai que le package en quelque sorte, du livre, de ton bouquin, et de ton film et de Passe-Montagne, ça ferait un bel objet. Les 3 ensemble, paquet cadeau là. Alors là, ça s'est embrigadé comme ça, c'est encore une histoire, c'est encore François qui a joué un rôle essentiel, parce qu'il tourne 2 Anglais et le continent, et il manque un décor. Moi, je ne suis pas sur le film. Il manque un décor. Et on m'appelle à moi, parce que eux, le film avance, il manque un décor dans la montagne, un lac, etc. Je trouve le lac dans le Jura, tout près de chez moi. François trouve que c'est bien, ils viennent s'installer là. Moi, du coup, eh ben, on est obligé de... Moi, je me trouve, alors que mon père est planté des téléskis dans la montagne, moi, j'étais au lycée en train de m'emmerder. Donc, le dimanche, je skie, etc. Bon, je ne connaissais pas les gens. D'un ce coup, je me retrouve obligé de trouver des tracteurs, d'écorcer des sapins, trouver des garagistes, trouver des accessoires de partout. Je connais des vrais gens, des vrais paysans, tout ça que je ne connaissais pas. Donc c'est une révélation pour moi. Oh, alors j'ai absorbé ça. On a mis 1 mois pour construire le décor qu'il fallait sur un petit lac. Et c'est là qu'on a tourné la Passe-Montagne quelques années plus tard. Quand il venait boire une goutte de champagne et nous 12 verres, qu'il nous regardait chacun d'une façon spécifique, il avait un mot pour chacun qu'il avait exactement compris qui étaient les gens. Et ça, j'ai rarement vu une délicatesse comme ça, et discrète en plus. Voilà.
Oui, Et donc ça, ça fabrique un ouais. espèce de, voilà, un espèce de père de famille au bon regard qui fout du lien entre tous ces gens. Et c'est vraiment, vraiment très fort. C'était très fort, ça. Vraiment, et moi, plus il a disparu, plus j'ai vécu de trucs après avec le temps, mais plus je regrette, plus je vois tout ce qu'il nous a apporté. Et comme par hasard, dans les écrits qu'il avait, tout le monde est devenu metteur en scène. Pierre William Gell a fait des films, Pierre Zucca, photographe, a tourné des films, Claude Miller en a fait plein, moi j'en ai fait, mais toi t'en as fait, attends, 5 déjà. Alors qu'au départ, personne disait, moi je veux faire des films. Est-ce que Donc, c'est il avait, talentueux c'est curieux, il avait un radar. Ouais, il avait un radar et puis il savait passer l'envie de son amour du cinéma, quoi. C'est ça quand même. Ouais. Et moi, c'est comme s'il m'avait testé un peu comme ça. L'argent de poche, ça donne un coup de start. Et je me rappelle, la fin de l'argent de poche, on rentre comme dans la nuit américaine. Lui, il me raccompagne, il a la BM décapotable, comme la même scène que la nuit américaine. Moi, comme ancien assistant, je ne peux pas moi, je dis alors François, le tournage, c'est bien passé finalement. L'autre, il répond pas du tout à ça. Il me dit, vous savez, vous êtes le seul rôle adulte, c'est vraiment important. Et si le film dont on parlera plus c'est un petit film mineur, dans 2 ans, on n'en parlera plus. 40 ans après, il passe en boucle au Japon. Donc, enfin bref, dis c'est un petit film mineur comme ça, non, moi il fallait que je me détende. Mais vous, c'est le seul rôle adulte, alors quand ça retombera, ça ne m'étonnerait pas qu'on vous propose beaucoup de choses. 6 mois après, Barocco avec le bon Gérard, là, Gianni, machin, c'est parti. Il y avait un drôle de truc. En plus, Barocco, moi, très mauvais tournage. Je m'entendais pas avec Téchiné du tout. J'avais un trac monstre. Je suis nul dans le film. Donc je m'étais dit, bon, ben voilà, celle-là, moi je voulais déjà pas être acteur, j'ai la preuve. Donc voilà, c'est fini. Heureusement, après, il y a d'autres trucs qui ont enclenché. Et là, j'ai découvert après que de plus en plus que je pouvais peut-être être acteur. Mais vraiment, ça prend du temps. Moi, j'étais un peu... J'aimais beaucoup Rivette, mais j'étais un peu loin de lui, tandis que quand je me suis retrouvé sur le tournage du côté de Rouette, qui était un moment assez magique, qui a duré 6 mois. On n'avait pas d'argent, mais dans ce coup, on était riche, puisqu'on payait personne, ça coûtait rien, tout ça. Un jour, la production, le célèbre Claude Nedjar, en pouvait plus, donc il n'envoie plus rien, plus d'argent, plus rien, plus de pellicule. Rosier, il dit, oh ben moi, garde le plateau, moi je monte 4 jours à Paris avec la carte bleue. Donc il achète des petits bobineaux pour charger la caméra pour Rosier. Il dit, c'est débité 1 mois après, la fin du mois. Donc, il vient avec une valise de bobineaux, il a tourné des très belles scènes avec ça. Le mec, il ne comprenait pas comment on tournait encore, mais Rosier était revenu avec la carte. Alors il est voulu de rester 2 jours, ben, il restait une semaine. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Il fallait tenir tout le monde. Mais c'était une espèce d'ambiance comme ça. Alors ça m'a mis une petite graine sur le moment. Après, il m'a branché sur un fou furieux, Peter Fleischmann, en Allemagne, qui avait fait Yatzen aus Niederbayern, et qui était un ami à lui. Fleischmann est carrément fou, carrément fou. Donc là, le tournage a tourné 1 an. Les cloches de Silésie, das Unheil. Bon. Alors là, j'ai mis tellement d'énergie, parce que là, c'était tranquille, j'étais tout seul. Il avait 2 assistants qui fumaient des pétards toute la journée, un directeur de prod, et on a eu 21 directeurs de production sur le tournage. Tout le monde se barrait, tellement il est infernal. On tournait avec un opérateur brésilien qui voulait rentrer chez Noël, c'était l'unique obsession, Djibril Lutfi, qui avait tourné avec Garbert Rocha. Et moi, je faisais les trucs. On tournait avec des mecs d'extrême droite silésiens, plein de pognon. Donc, les pneus crevaient tous les jours. Moi, une Winchester, ma voiture, il y avait des drôles de trucs. Par exemple, on attrapait toutes les poubelles, il y avait une grève des poubelles. On attrapait les poubelles et moi, je déclenchais tout ça. Moi, dans les escaliers à Wetzlar, la ville de Goethe, Wetzlar, les escaliers, hop, on verse les poubelles dans la ville sans autorisation, de rien. On survole avec un hélicoptère les usines Boudéros qui foutent un smog terrible, la pollution partout. On arrive là-dessus, il y a une plainte au Parlement européen sur qu'est-ce qu'on fait là. On n'a pas d'autorisation, on survole les trucs, on est hors la loi tout le long. Moi je me dis, si je fais tout ça pour le Fleischmann, qui passe son temps à boire des coups, à fumer des petits cigares, qui se couche à 3 h du matin, mais à 7 h il est debout, lui. Ah bon. Et
et on tourne, ça dure un temps fou. Si toute l'énergie que je mets pour ce gars-là, je la mettais pour moi, eh ben ça donnerait peut-être quelque chose. Donc, la résonance entre Rivette, Rosier, Fleischmann et Truffaut, qui me fait ce cadeau involontaire de tourner son film dans le Jura, Les Deux Anglaises, de tourner un décor du film, fait que voilà, la petite graine a poussé, puis voilà, tout simplement, après je suis devenu metteur en scène à cause de tout ça. Yann, peut-être 2 mots sur tes aventures littéraires. Moi, je vais essayer de continuer dans les exercices d'admiration, c'est-à-dire Pierre Lara et puis Truffaut en dernier. Ça sera peut-être le plus compliqué, Truffaut, parce que c'est vraiment notre premier père de cinéma, d'une certaine façon. Les livres de reconnaissance, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit que de la géographie, il ne faut pas que ça soit que le type était merveilleux et tout ça. Donc c'est assez compliqué de rentrer dans les exercices d'admiration. C'est vraiment dur. Mais, enfin moi en tout cas, c'est ça qui me permet d'écrire un livre, parce que je peux à la fois dire je et en même temps avoir le prétexte que c'est sur quelqu'un d'autre, sur Jean-François, puis sur Pierre, puis sur Truffaut, un jour, j'espère. Voilà. On espère que ce genre littéraire se perpétuera et qu'il continuerait à influencer les nouvelles générations de gens qui aiment et qui ont envie de faire le cinéma. Merci d'être venu et à demain en tout cas. Merci à cette pour cette belle rencontre. librairie du Panthéon. On est bien ici.